to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Pardon, on a pratiquement, je dis bien pratiquement terminé cette, comment on va dire ça, cette espèce de démarche comme ça autour de la filmographie de Hong Sang-soo. Nous allons parler de son 29e film. Et ce qui est assez étrange, j'en parlais avec mon invité que vous connaissez très bien, Corentin Lay, rédacteur en chef adjoint de chez Criticat. Il travaille aussi pour Trois Couleurs. Et on en parlait, c'est que en fait, le 30e film de Hong Sang-soo, c'est De nos jours. De nos jours est sorti en France avant In Water, donc le 29e film. Et In Water est sorti en France il y a, je crois, 2-3 semaines. Et il y en a deux autres qui vont arriver. Traveler's Need, le 31e film, qui est déjà passé, je crois, à Berlin cette année, si je ne me trompe pas. Et, je l'ai appris ce matin, 32e film, By the Stream. Et je ne sais pas si vous suivez, mais voilà, c'est Hong Sang-soo, c'est comme ça, c'est un staccanoviste. Et quand on connaît un peu sa filmographie, quand on s'intéresse un peu à ses films, finalement, tout est logique. C'est normal qu'il ait besoin de filmer. Ça, maintenant, on le sait. Et on va peut-être en parler un petit peu pour ce film remarquable et merveilleux. Mais d'abord, bien évidemment, comment vas-tu, Corentin? Ça va très bien, et toi? Je suis très content de parler de ce film-là. En plus, il y a un film que j'apprécie particulièrement, en tout cas dernièrement, dans la filmographie de Hong Sang-soo, alors que je pense, et je préviens d'ailleurs, que tu as des spécialistes beaucoup plus renommés que moi sur le sujet, parce que j'ai pas vu tous les films du tout de Hong Sang-soo, donc je le précise, j'en ai vu quand même une dizaine, donc sur l'échelle des 30, ça paraît peu, mais bon, ça sera assez suffisant, je pense, pour en discuter, en tout cas. Oui, oui, tu sais, il y a de grands cinéastes qui n'ont fait que 10 films aussi, hein, donc il n'y a pas de C'est souci. vrai, 10 films, ça 10 suffit. films sur 30, un tiers, c'est très très bien, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Écoute, alors d'emblée, tout de suite, moi j'aime bien lire le synopsis et ensuite essayer de le déconstruire avec mon invité pendant toute l'émission. Donc en fait, en même temps, un synopsis de Hong Sang-soo, c'est très très simple, c'est très minimaliste, mais qui en même temps cache beaucoup de choses. Alors, pour celui-ci, un jeune acteur qui veut réaliser un film est venu passer quelques jours sur l'île de Jeju avec un cadreur et une actrice afin de trouver des idées. Voilà, c'est comme ça, c'est simple, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je voudrais te poser, alors, la première question très simple et un peu basique. Quand on regarde la distribution, enfin la fiche technique du film, réalisateur, non, bah, scénariste, oui. Photographe, c'est-à-dire le directeur de le DOP. Montage, musique, voire même un peu le son, on s'en dessous. Et on a vu une image traîner sur Twitter récemment où je crois que c'était peut-être pour By the Streams, je suppute, où on le voit même s'occuper du son pleinement. Ça aussi, c'est important. Ça dit quelque chose, je pense, de l'évolution de son cinéma, de son rapport organique au cinéma. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux, trois petites choses là-dessus? Ouais, complètement. En fait, il y a une forme de rétrécissement du dispositif de tournage, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, dans ses films précédents, il était déjà évidemment à l'écriture, à la réalisation, etc. Et puis petit à petit, en effet, il y a une forme de volonté, on va dire, de tourner en solitaire, je dirais, enfin pas vraiment en solitaire, parce qu'il y a toujours deux, trois personnes autour de lui, mais en tout cas de réduire l'équipe de tournage le plus possible. Et compte tenu, en tout cas, de façon de ce que racontent les films de Hong Sang-soo eux-mêmes, quelque part, c'est aussi souvent ce vers quoi les films tendent, hein. Bon, tu parlais de nos jours en introduction, tu vois, de nos jours, à la fin, on a cette idée quand même qu'on est trois dans la pièce, à la fin, on finit par être seul quand même. Enfin voilà, il y a cette idée comme ça d'essayer d'épurer au maximum le trait. Donc c'est à la fois le style du film, ça on va en parler avec celui-ci, ça me semble assez évident. Donc le style, épurer le style, épurer évidemment le scénario, donc qui a abandonné un petit peu les structures un peu retorses qu'il pouvait y avoir à une certaine période, je pense au début des années 2010. C'est là que j'ai découvert le cinéma de Hong à cette époque, avec des structures, tu sais, un petit peu en miroir, avec des enchâssements de scénarios, on revient en arrière, voilà, il y avait des structures relativement, on va dire, élaborées. Ça, c'est de moins en moins fréquent, en tout cas, dans ces films. Et ça va de pair avec une forme de rétrécissement, tout simplement, voilà, de l'équipe technique. Et c'est vrai que le son, c'était un peu la dernière étape, en tout cas, à partir Mmh. de In Water, ils faisaient vraiment tout sauf le son. Et là, en effet, By the Stream, d'ailleurs, le titre évoque In Water assez explicitement, Mhm. où on sent quand là, je pense qu'il y a plus personne d'autre, en fait, que lui, si ce n'est à la production, peut-être, éventuellement, mais en tout cas, voilà, sur tous les éléments filmiques, on va dire, hein, image, son, écriture, en effet, il occupe de plus en plus de postes et c'est assez fascinant à voir parce qu'il a un peu inventé quand même sa méthode, c'est quelque chose qu'il a précisé de film en film et c'est quelque chose d'assez passionnant à suivre quand même, hein, au-delà des films en fait eux-mêmes presque, c'est qu'il montre qu'en effet on peut faire des films avec, 3 fois rien et en étant tout seul, hein, surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Je pense que lui il les prend,
il les prend, on va dire, en même temps que l'épuration de ses films, enfin voilà, le côté, voilà, on fait place nette, on réduit les films à pas grand-chose, même si dans ce pas grand-chose-là, il y a énormément de choses, en fait, qui sont contenues. Et c'est pareil pour son tournage, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment à l'image de ses films, de toute façon. Dans la fiction et rare de voir, dans la fiction, j'entends bien, hein, rare de Mmh. voir un cinéaste, fabriquer des images de cette manière-là. On voit ça plus souvent dans le documentaire, où là, Ouais, effectivement, c'est même complètement. assez cohérent, assez logique, on l'accepte assez facilement et je me pose toujours cette question, non pas qu'il fait il Hong Sang-soo, fait des fictions comme des documentaires, comme disait l'autre. Non, c'est pas de ça dont je parle, mais c'est intéressant de voir aussi, aujourd'hui en 2024, comme tu l'as très bien dit, cette manière d'emprunter au documentaire pour faire de la fiction, donc se retrouver, pratiquement seul et en même temps, les derniers films de Hong Sang-soo parlent beaucoup de ça. Ne serait-ce que dans, le nombre de lieux, le nombre de géographies qui se réduisent de plus en plus et parfois on se pose souvent la question, enfin surtout moi en me disant mais et son rapport au monde, est-ce qu'il se réduit? Et finalement, c'est pas si simple que ça parce que je crois que son Mmh. rapport au monde est encore beaucoup plus vaste qu'il l'a été dans ses précédents films parce qu'en fait, il réduit tout et il faut qu'il mette tout à l'intérieur et ça passe par le corps, ça passe par les voix, ça passe par les rêves qui lui permettent des hors-champs extraordinaires. Donc, je ne sais pas, ce rapport au documentaire, moi, je me semble intéressant, surtout pour les derniers. Oui, Toujours beh, dans la fabrication, j'entends bien, dans la fabrication. alors je pense que tu évoquais la citation de Rohmer qui dit que tout, tournage, de fiction est un document je crois tout film est un documentaire de son propre tournage, hein, ça c'est voilà, Tu c'est vois, même ça, moi, quand j'étais jeune, on me disait que c'était Rivette qui l'avait dit. Donc, tu vois, même ça change. moi je C'est crois que génial. alors je me trompe peut-être, mais pour moi c'est Rohmer qui a Non, dit ça, alors peu importe, on s'en fout. Le plus important, c'est que la phrase a été dite. Le reste, exactement, bon, j'aime bien l'idée en tout cas, on va dire, moi je l'attribue à Rohmer, alors évidemment pour moi ça a du sens, quand on parle ah d'Aung bah San Suu oui. en plus, mais je me trompe peut-être, alors après voilà, Non, mais on c'était s'en une fout, c'est pas grave. Tu citation, verras peu importe. dans 50 ans, ils diront que c'est, j'allais dire une méchanceté. Bon, allez, je referme la parenthèse. En tout cas, voilà, cette idée-là, elle est hyper intéressante quand on parle d'Aung San Suu de toute façon, puisque Mmh, surtout quand vous voyez In Water, puisque In Water est peut-être l'un de ses premiers films où explicitement on est sur un tournage, donc sur un tournage de fiction, c'est quand même la trame du film. Alors la trame, elle est minuscule, le film dure 1 heure, mmh, et ce qui m'a marqué, en voyant le film, c'est que donc on est sur un tournage de film, on suit un cinéaste qui prépare un petit film, hein, on a l'impression que c'est quand même un court métrage avec une actrice et un cadreur, je crois. Et donc dans ce qui est intéressant, c'est que en fait, pendant le film, on apprend que, il a aucune idée de ce qu'il va faire, quelque part, que je dirais même que la trame qu'il a décidé de choisir pour son court métrage émane des repérages. Donc en fait, là, pour le coup, la citation marche tout à fait, c'est-à-dire que le film est un documentaire de son propre tournage, c'est-à-dire qu'en fait, il documente sa propre recherche de fiction. Et ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a moins une méthode de tournage là qui est documentée, c'est-à-dire comment placer la caméra, et cetera. Bon, ça ouais, c'est rapidement dans le film, mais c'est plutôt comment s'ouvrir au monde lors des repérages. C'est-à-dire qu'il y a 2 décors dans le film. Tu disais qu'on a quasiment, voilà, un rétrécissement presque spatial. Là, il y a que 2 décors, en fait. Il y a la maison qu'ils sont en train de louer sur l'île pour le tournage et le littoral ou la plage, en tout cas. ouais, Et c'est on ça. navigue entre les 2 et c'est tout. À la limite, on est sur la rue, qui mène de l'un à l'autre, mais ça va pas plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce va-et-vient-là, dans ce va-et-vient-là, a priori, il y a rien. En fait, il y a plein de choses et il y a matière déjà à un film. Et c'est intéressant, c'est que donc voilà, il va voir, je crois qu'un personnage qui ramasse des déchets en bas de la plage. Et juste ça, c'est le point de départ de son récit. Et en fait, ce point de départ-là émane d'une remarque, d'une observation de documentaire, en fait, puisque cette personne-là serait vraiment là en train de ramasser les déchets. Donc, alors évidemment, moi, je ne sais pas si, dans quelle mesure Aung San Suu a vraiment positionné ce personnage-là en bas pour sa fiction, ou est-ce qu'il était déjà là, ça, j'en sais rien. En tout cas, l'idée de départ, c'est quand même de dire que dans le monde, il y a des germes de fiction et que ces germes de fiction-là, on va les attraper en s'ouvrant. Et c'est le rétrécissement presque de l'équipe qui permet de s'ouvrir. C'est-à-dire que le fait qu'ils arrivent à 3, c'est intéressant le chiffre 3, c'est-à-dire qu'on a 2 personnages qui dialoguent à un moment et le cinéaste, lui, est à côté. Il prend pas Mmh, part au dialogue et il se met à observer ce qu'il y a tout autour de lui et c'est par sa position-là, on va dire, dans le trio, qui est un petit peu à part, on le sent assez vite dans le film que les 2 autres personnages, se demandent un peu ce qu'ils font là et où est-ce qu'il nous embarque, ce cinéaste qui sait pas trop ce qu'il veut faire. En fait, ce cinéaste-là, voilà, va embrasser sa position un petit peu dans ce trio pour s'ouvrir au monde et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. On va en parler, je pense, assez plus longuement, en tout cas, de la plasticité du film, particulière.
Mais il y a un terme en peinture qui parle de ça, c'est la peinture sur motif. Tu sais, c'est quand on peint pas dans l'atelier, mais quand on va sur place, voilà, sur la plage pour peindre la plage. Voilà. Et donc là, on a vraiment cette idée, je pense qu'Aung San Suu, on peut le avec ce film-là, en tout cas, on peut évoquer cette image-là. Voilà, c'est une sorte de peintre sur motif, c'est-à-dire qu'il vient, partir d'une position documentaire, échafauder une forme de fiction. Et en fait, la différence là, de toute façon, elle est floue, ou en tout cas, elle est volontairement, nébuleuse entre les 2 de toute façon, voilà, de plus en plus, même dans ces fictions, a priori plus construites, de toute façon, il parle de lui, il parle de sa vie, il parle de son regard et donc quelque part, est-ce que c'est pas forcément une démarche documentaire aussi, simplement de Mmh. documenter un regard sur le monde? Bon là, c'est là qu'on voit que les catégories sont un petit peu, restrictives en tout cas et voilà, c'est vrai que j'ai évidemment pensé à cette citation-là, alors on laissera les vérifier en tout cas si c'est Rohmer ou si c'est Rivette, mais peu importe. En tout cas, c'est un critique de cinéma qui l'a dit, ça c'est sûr et certain. Et c'est quelqu'un des cahiers du cinéma et voire même de la nouvelle vague. Tu parlais de germes de fiction. C'est vrai que ça me rappelle 2 films. La romancière, par exemple, avec cette petite fille. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce que c'est quelque chose qui a été improvisé ou c'est quelque chose qui ne l'est pas? À Et travers puis il la y a fenêtre, oui, quand, oui. Mmh. exactement face à la fenêtre. Puis il y a aussi autre chose, mais bon, ça c'est moins de l'ordre de l'improvisation, mais ça reste quand même des germes de détails assez, non pas anecdotiques, mais décalés, fantaisistes. C'est dans Seul sur la plage la nuit où tu as Kim Min-hee dans cet appartement, puis il y a ce balcon et à un moment tu vois un gars qui est là et qui nettoie le balcon comme ça, il est là. Il y a un truc très, très intéressant, il y a cette espèce d'expérimentation. On lit souvent, et je pense que ça s'est senti, enfin c'est avéré, est-ce qu'il est vrai que surtout dans les derniers films de Hong Sang-soo, en l'occurrence celui-ci, Inwater, dont on rappelle que c'est un film qui a cette particularité d'être flou. Et on va parler, il y a plein de choses à dire sur ça. Voilà, ça sera dans quelques minutes. Mais est-ce que quelque chose d'assez évident, voire même peut-être banal, mais c'est intéressant. Est-ce que dans les derniers films de Sang-soo, lorsqu'on prend n'importe quel film, déjà il y a 2 aspects. Il y a en quoi à ce moment-là le cinéaste ce qu'il a besoin d'expérimenter. Donc par exemple, In Water, c'est le flou. Et puis surtout, est-ce que chaque film donne un état des lieux de son rapport avec le cinéma, avec le langage. Mais langage aussi était un mot banalisé, mais chez lui, c'est très important ce mot-là, le langage. Chaque film finalement traduit, donne un état des lieux, donne des nouvelles de ce cinéaste face au cinéma, ce qu'il en est, ça c'est quelque chose que je vois souvent dans ces derniers films. Mmh. Bah, alors déjà, bon, le cinéma fait partie de toute façon des fictions qu'il échafaude, donc quelque part, on a toujours une mise en abîme, mais ça, c'est depuis le début, je dirais. Donc, en fait, il n'envisage presque, la fiction que comme une autofiction, on va le dire, très clairement, où, Mm. évidemment, il va, parler de son rapport, on va dire, au cinéma. Alors ça prend 2 aspects, je dirais. Il y a un aspect un petit peu littéral, on peut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire son rapport à l'industrie ou aux relations dans le monde du cinéma, mais le monde social presque du cinéma, c'est-à-dire les acteurs, les actrices, les producteurs, les productrices, les petits jeux, voilà, même les facs de cinéma, les étudiants, les ciné-clubs, enfin, il y a toujours une sorte d'imaginaire comme ça cinéphile dans ces films. Et ça, c'est pas parti, hein. On est toujours, quasiment dans tous les films, on a un personnage de toute façon qui est lié de près ou de loin, à l'industrie cinématographique ou en tout cas au milieu, on va dire, du cinéma. Il a une relation évidemment très conflictuelle avec, où en même temps il baigne dedans depuis toujours, il en fait partie, je pense que ça le fascine et je pense qu'il puise à l'intérieur de ce monde-là des fictions de cinéma, c'est toujours voilà l'emboîtement est infini presque. Et en même temps, il a, on le sait depuis plusieurs années, une forme d'isolement par rapport à ça, Ouais. qui est liée à sa relation voilà avec Kim In-hee. Et ça, il en parle évidemment avec une forme d'amertume ou en tout cas, voilà, il y a toujours une relation un petit peu étrange comme ça avec le. Et je pense que dans le romancier, c'est peut-être le plus visible récemment. Enfin, c'est celui qui est le plus net là-dessus. C'est la romancière, je pense, à ce sujet-là. Donc ça, c'est la partie la plus littérale, on va dire, c'est comment, quelle relation il a avec le cinéma, mais le cinéma en tant qu'entité sociale presque, je dirais. Donc là, il y a cette partie un petit peu littérale-là de sa relation avec le cinéma, et puis il y a la partie un petit peu plus souterraine, comme je disais, où en fait, là, c'est plus comment son cinéma évolue en termes de langage, comme tu disais, c'est-à-dire quels outils il va utiliser pour raconter un petit peu quand même la même chose depuis 10 ans, mais avec chaque fois des petites variations qui apportent quelque chose en plus. Donc moi, ça m'intéresse tout particulièrement. Alors, j'ai pas vu tous les derniers films, c'est-à-dire que je suis pas le plus assidu, je vais pas aller voir 100%, j'en ai raté, je crois que j'ai raté Introduction, par exemple. Hem,
Mmh. Mais en tout cas, par exemple, je peux prendre de nos jours, c'est très simple. Il y a une structure qui est un petit peu motrice dans le film, c'est le montage, alterné. C'est-à-dire qu'on passe d'une d'un personnage à un autre et on sait bien que les 2 situations ont lieu en même temps et donc elles peuvent pas vraiment se croiser. Enfin, il y a cette idée-là comme ça et en fait, à chaque film récent, je dirais qu'il a un outil qu'il va mettre en avant et qu'il va utiliser, et qu'il va exploiter un petit peu jusqu'au bout. Avec In Water, bon, c'est le flou, ça on va en parler. Avec Juste sous vos yeux, bah, c'était la basse définition de l'image, donc il utilisait par exemple la surexposition un petit peu, de manière assez nette, pour, montrer que, bah, quelque part le personnage ne pouvait pas regarder très loin en fait, hein, donc il devait regarder ce qu'il y avait juste sous ses yeux à lui et donc regarder un petit peu l'état des choses telles qu'elles sont en l'immédiat. Parce que le personnage pouvait pas se projeter dans Juste sous les yeux parce qu'il était atteint d'une maladie, enfin c'était un petit peu le début de l'intrigue et donc en fait à chaque fois il va utiliser et ça c'est quelque chose qui me passionne en tout cas dans les derniers films de Hong Sang-soo, c'est qu'il va utiliser voilà une forme de, hem, une forme en soi, voilà, un outil ou un langage particulier, voilà, un effet presque et il va comme ça essayer d'échafauder autour de cet effet-là, quelque chose, à chaque fois d'unique à chaque film. Donc ça m'intéresse en fait de voir presque systématiquement quel est le petit truc qu'il va ajouter dans son cinéma. Dans La Romancière notamment, c'est je pense par exemple, voilà, aux une sorte de fan footage qu'il y avait à la fin, voilà. Ça Mmh. c'était assez étonnant. Donc en fait à chaque fois, à chaque nouveau film, je dirais qu'il y a une petite nouveauté dans son cinéma qui vient s'ajouter. Sachant qu'avant, je pense que dans les films qu'il a fait connaître, je pense, à l'international dans les années 2010, je dirais, à la fin des années 2000, on avait voilà, plutôt des films qui essayaient plusieurs choses en même temps. Voilà, c'était des films plus amples. Là, on a des films qui se réduisent en termes de temps, en termes d'ampleur, mais aussi en termes d'effets utilisés, c'est-à-dire qu'on va en utiliser qu'un seul ou 2 à la limite. Et voilà, c'est voilà, une forme de presque de manifeste en fait de la manière de faire du cinéma quand on fait à chaque fois un nouveau projet, c'est quelle est la forme la plus adaptée pour peut-être mettre en image ou pour donner forme à un sentiment, à un état d'âme. Et je pense que dans In Water, là, c'est l'exemple le plus frappant. C'est peut-être l'exemple le plus visible. En tout cas, je pense qu'on peut pas passer à côté sur ce film-ci. Comment tu pourrais, définir ce très, très beau personnage qui est Seung-mo, qui est cet acteur qui veut faire un film, qui est un court métrage, il veut faire un court métrage. Comment tu pourrais le définir dans ce film? Ah, c'est un personnage assez fuyant au départ, je dirais, parce que ses intentions sont pas claires. Et je dirais même que c'est un personnage quand même assez presque qui a une forme de pathétique en lui. Je dis ça avec plein de tendresse, hein, c'est pas du tout, Mmh. voilà, une forme de mépris. Je pense que c'est un personnage comme il dit en plus il l'annonce, il dit: «Là, je viens de louer, un appartement pour tourner un court-métrage pendant une semaine, un court-métrage dont je ne sais rien et je viens d'utiliser toutes mes économies, hein, j'ai travaillé à mi» il dit: «À mi-temps dans un restaurant» ou un autre truc comme enfin quelque chose comme ça. Donc il vient de dilapider toutes ses économies, donc c'est un personnage qui est complètement précaire, enfin qui est pas du tout dans une situation, facile et pourtant qui, voilà, il a dépensé un peu tout son argent pour faire un film dont il ignore tout, donc c'est quand même une démarche assez étonnante et je pense que ça met et c'est ce qui met mal à l'aise les 2 autres personnages, donc c'est pas un personnage qui met, particulièrement à l'aise, en tout cas son équipe et à un moment, je pense que c'est étonnant, je crois que c'est une des premières scènes du film, on a donc l'actrice qui lui demande: «Mais pourquoi tu fais ce film?» Et lui, il répond pour l'honneur. C'est une drôle de réponse. Enfin, c'est une réponse très honggienne quelque part, hein, ça m'étonne pas de Hong Sang-soo. Mais voilà, c'est une réponse un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, voilà, de voir, j'ai envie de faire un film pour raconter quelque chose, ou j'ai envie de faire un film pour, voilà, découvrir quelque chose, voilà, de moi-même ou du monde. Et là, on a un personnage qui dit faire un film pour l'honneur. Ce qui est quand même un peu étonnant, c'est que Ouais, mais voilà, c'est presque l'honneur de qui? L'honneur de quoi aussi? Parce que quand on avance dans le film, il y a bah, peut-être, on a l'impression, voilà, qu'il le fait pour, en tout cas, presque se racheter envers lui-même. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une mmh, forme de peine ouais. qu'il a, et on se doute bien d'une relation peut-être inachevée ou inaboutie ou, voilà, qu'il regrette, enfin, qu'il a toujours dans un coin de sa tête et qu'il essaie de réparer ça par un geste. Voilà, il y a cette idée comme ça, un geste presque, voilà, de lâcher prise absolue. C'est-à-dire, voilà, je le fais pour l'honneur, pour réparer quelque chose que j'ai pas pu faire, mais quelque part, l'honneur, en fait, ça ne concerne que soi-même, hein. Il y a cette idée aussi de confidentialité. C'est-à-dire qu'il fait ce film, on a l'impression que ce film est pas même pas voué à être projeté ensuite. C'est simplement le fait de le tourner, le fait de le faire et le fait de se mettre en danger en train de le faire vient réparer une forme de déshonneur et on n'aura évidemment pas plus d'indices. Je pense que c'est ça aussi la qualité du film, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui nous échappe en permanence. On n'arrive pas à saisir nettement justement
les motivations particulières de ce personnage-là, mais c'est vraiment un personnage assez fascinant parce que, voilà, et c'est juste cette réplique-là, moi, me travaille pas mal quand même. On a mon personnage, voilà, qui fait un film pour l'honneur et qui le fait un petit peu, il y a une autre scène, moi, qui m'a perturbé, je pense que tu y as pensé aussi, c'est qu'à un moment, je crois que c'est au milieu du film, on a la petite équipe, le trio qui se réveille, et on a l'actrice qui dit: «Ah, j'ai entendu quelqu'un hurler cette nuit, et quelqu'un est en train d'hurler "Ressaisis-toi"». Mais d'une manière presque cauchemardesque, en fait, hein, voilà, et on se doute bien, et on n'est pas dupe, Mmh. que c'est le personnage de cinéaste qui a des cauchemars, enfin qui a des crises d'angoisse la nuit, et lui-même ne l'admet pas devant les autres. Enfin voilà, on a un personnage presque qui veut dissimuler une forme de détresse vraiment profonde, hein. Enfin, ça fait peur presque, hein, il y a quelque chose comme ça d'un peu terrifiant dans ce personnage. Hem et voilà, et il a aussi, couplé à ça, il a des postures, ou en tout cas des discours. Il parle à un moment, il veut, faire des films pour résister à l'illusion de vie, qu'on peut avoir. C'est-à-dire faire des films pour lui, c'est de se remettre dans la vie même. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de devoir la médier par un tournage, de devoir la médier par une écriture fictionnelle, de se dire: «On se rattache à la vie en prenant une forme de simulacre de vie», enfin, ce qui est quand même un peu paradoxal. En même temps, voilà, c'est peut-être son seul moyen pour lui de, voilà, de se reconnecter à quelque chose, puisque la vie est peut-être trop intense, hein. Il peut pas la prendre de plein fouet. On dit souvent ça des cinéphiles d'ailleurs, voilà, que ce sont des gens qui passent par une forme de médiation parce que la vie est trop violente à prendre de plein fouet, et donc quelque part on doit se réfugier dans une salle ou dans un dispositif qui nous permet quelque part de mettre une sorte de passerelle en fait entre nous et la vie. Et donc là, on a ce personnage-là, typique là, voilà, d'un personnage pour qui la vie est trop dure, hein, et c'est quelque chose qu'il dit à la fin de toute façon. Je sais pas si on peut spoiler complètement le film, mais Bon, voilà, bah, on va spoiler parce que moi, il faut que je te voilà, bon, parle d'un truc, je suis obligé de spoiler. Donc, et tu sais, tu es chez Microciné, d'accord, enfin, d'accord. parler d'un film, c'est spoiler. Donc, je vois pas. Mmh. Enfin, donc, bon, bref, je Ouais, referme cette parenthèse un peu réactionnaire, je l'avoue, mais on s'en fout. Je t'en prie. il dit une chose très simple à la fin, il dit: «J'ai pas demandé à être né», enfin, ce qui est quand même assez Ouais, ouais, terrible, voilà. «J'ai pas demandé à c'est être né, et pourquoi la vie doit être si dure?» Voilà, et donc on a l'impression quand même qu'il fait des films pour pouvoir se rendre la vie, possible. C'est quand même assez beau, je trouve, voilà, à retenir quand on voit ce film. Et évidemment, c'est aussi pour ça, de toute façon, je pense très sincèrement, que Hong Sang-soo parle autant aux cinéphiles, peut-être que ça reste un cinéaste quand même, qui est réservé à cette niche, auquel on appartient, toi et moi, je pense. C'est mmh. co Ce sentiment-là, il parle beaucoup, voilà, d'une forme d'incapacité presque physique à prendre la vie de plein fouet, et de toujours devoir, voilà, passer par des biais, ou par enfin, devoir médier, enfin, au sens de médiation, voilà, médier la vie elle-même, voilà, sans quoi on n'arriverait pas forcément à prendre, voilà, les choses de plein fouet. Alors, on est quand même peut-être la seule émission qui ne parle pas tout de suite du flou dans ce film. On en parlera à la C'est fin. vrai. C'est juste extraordinaire. Mais en même temps, tu me dis, là, ce que tu viens de me dire, je ne peux pas ne pas faire. Je ne peux pas ne pas prolonger la conversation en utilisant une autre séquence que je trouve bouleversante et qui est ma préférée, si on peut dire les choses comme ça. C'est quand il appelle enfin, celle qui a partagé sa vie pendant un certain temps, son ex. Et d'ailleurs, on comprend un peu que le film tourne autour de ça. Et, euh, et ce qui est encore plus troublant, c'est que la voix, on le sait, c'est celle de Kim Min-hee. Donc, son actrice fétiche, mais aussi la personne qui vit avec elle dans la vie. Et ça m'a rappelé, c'est très troublant, ça m'a rappelé un film algérien qui s'appelle Omar Gatlato, qui date de 75-76. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un titi algérois des années 70. Et pour aller très vite, ce jeune homme qui est fonctionnaire adore enregistrer des récitals de musique populaire algéroise qui s'appelle le shabi, avec un transistor. Le problème, c'est qu'il se passe un truc qui fait qu'il son transistor est cassé. Donc, il demande à un pote s'il a un transistor. Il lui dit: oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut, je te ramène ça ce soir. Il lui ramène ça avec des cassettes, tout ça. À l'époque, il y avait les cassettes audio, tout ça. Et le soir, il est en train de tester et il s'aperçoit qu'il y a une voix, qu'il y a quelque chose qui est déjà enregistré dans cette cassette. Et il entend une voix d'une femme qui, en fait, s'est enregistrée et qui dit 1, 2, 1, 2, test, test, et qui commence à dire des choses, à philosopher un peu. Et donc, il est extrêmement intrigué par cette voix et bon, il finit par savoir qui est cette femme et il décide de la rencontrer. Et le jour J, eh bien, il a peur et alors qu'elle est venue au rendez-vous, lui ne vient pas.
Et c'est intéressant parce que je me dis que c'est un peu comme notre cher Seong-mo, c'est que cette voix qui fait partie de quelque chose qui a existé, donc de la réalité, il essaie de la transformer en fiction via ce court-métrage. Omar Gatlato, lui, il, il fantasme cette voix, donc il est aussi dans la fiction. Et quand il a cette occasion de se retrouver dans le réel, il refuse le réel, il reste dans la fiction. Et je trouve que Seung-mo, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il a du mal à transformer ce réel en fiction parce il désire cette fiction et en fait, finalement, lui, pour le coup, il préfère le réel, c'est-à-dire d'où le plan final où on le voit s'éloigner parce qu'il a choisi le réel. Il y a un truc comme ça qui est très beau et que je voulais en parler avec toi avant de questionner ce flou, mais qui se retrouve souvent dans les films de Song-soo, ce rapport au réel et à la fiction, personnage qui préfère la fiction que le réel. Il y a souvent des choses comme ça, et c'est pas anodin si parfois ces personnages sont des peintres ou alors des cinéastes ou des critiques de cinéma. Il y a comme ça un travail très fort chez lui sur le surgissement de cette fiction dans le réel ou l'inverse, le choix. Moi, je trouve ça Ouais. passionnant chez lui, ça. Bah ouais, moi aussi, enfin, c'est ce qui me touche beaucoup aussi quand je vois ces films. Mais en tout cas, et tu parlais de la toute fin du film. Là, je sais pas si je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, est-ce que il rejoint vraiment le réel à partir de ce moment-là? J'ai l'impression enfin, il se noie aussi dedans. Enfin, il y a cette idée comme ça qu'à un Ouais. moment, il va tellement dans le réel qu'à un moment, il le voit plus non plus. Enfin, il y a cette idée de disparition aussi à l'intérieur même du réel parce que le réel est trop dur à encaisser. Mais en tout cas, c'est intéressant, je pense, ce que tu dis parce que sur cette scène-là où on entend donc pour son ex-copine au téléphone. On comprend en fait tout de suite, du coup, là, ça clarifie un peu l'intention de son film aussi. C'est que c'est un film qui est adressé. Enfin, on a bien l'impression qu'en fait, pour répondre à la personne qu'il a au téléphone, au lieu de lui répondre là, au téléphone dans la scène, en fait, il va échafauder tout un film, toute une fiction pour lui dire quelque chose. Voilà. Et pour lui dire quelque chose, et la chose là est très simple, c'est-à-dire que la vie, pour lui, peut-être, est insupportable sans elle. Enfin, il y a cette idée comme ça, un petit peu romantique, et je pense que tous les films donc Song-Soo ont toujours cette visée-là, en tout cas les derniers surtout, cette visée-là, voilà, de nos jours, c'est ça, hein, à la fin. On a cette idée aussi que deux personnages sont liés malgré tout et qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, même s'ils ne sont pas côte à côte. Enfin, il y a cette idée comme ça. Dans la romancière, c'est exactement ça. Enfin, Mm. on a vraiment aussi cette idée, je pense, à la fin de la romancière, et je pense que c'est quelque chose qui traverse ces derniers films. Ce sont aussi des lettres d'amour, tout simplement. Voilà, on peut les prendre comme ça Ouais. aussi. Et donc une lettre d'amour, c'est quoi? C'est une déclaration dans le réel, mais qui passe par une forme d'écriture qui tout de suite tend vers le poème, donc vers la fiction et donc vers une transformation de quelque chose, d'un sentiment. Enfin voilà, je trouve ça c'est très beau, voilà, cette zone, un petit peu trouble qu'il y a entre, voilà, la volonté de dire quelque chose à quelqu'un et le fait de passer par une forme, on va dire de fabrication, pour raconter un sentiment qui est bien réel, mais qui est trop difficile à déclarer tel quel. Enfin, il y a cette idée comme ça, je pense, chez lui. C'est un sentiment qui est contrasté, hein, de toute façon, dans le film. Mais je pense qu'il y a de ça, et c'est vrai on n'a pas parlé de la musique qu'il reprend et qu'il compose un petit peu lui-même, apparemment, que Fong l'a composé. Voilà, pareil, la musique est aussi une forme de médiation. Enfin, voilà, il y a cette idée comme ça, de toute façon, où voilà, on écrit quelque chose, c'est de l'écriture aussi. Enfin, voilà, et donc ça s'inscrit complètement dans cette logique-là, à mon avis. Et c'est très beau aussi que ça soit que ces personnages soient issus d'une génération qui est pas la sienne, voire même d'une génération de créateurs en devenir. Donc, pour aller très vite, la jeune génération, et souvent c'est quelque chose qui le questionne dans ses présents films. Et puis surtout le Mmh. fait qu'il fasse un court métrage. Moi, je trouve ça génial, cette idée-là de faire un court métrage qui est moi, je me souviens de conversations avec des gens qui ne prenaient, enfin, qui commençaient à s'intéresser à un cinéaste ou une cinéaste lorsqu'il ou elle avait commencé à faire des longs métrages. Les courts métrages, c'est quelque chose d'un peu bâtard et tout. Alors que je trouve que c'est magnifique, c'est le enfin, c'est la force, c'est tout ça. Et je trouve que c'est très cohérent l'idée qu'il vient pour faire un court métrage. Ah ouais, ouais, mais surtout, de toute façon, ce film-ci, et je crois qu'il dure 1h01. Donc, si tu vois, à 2 minutes près, on n'était pas dans le long. Donc, il y a cette idée, de toute façon, de frôler quelque chose. C'est ça. Et en effet, et je crois que dans La Romancière aussi, j'ai pas de souvenir exact, mais voilà, je crois que c'est aussi un court-métrage. Donc, on a cette idée comme ça, quand même, au fond, voilà, il se fait des longs métrages pour faire des courts à l'intérieur, si tu veux. Parlons du flou. Mmh. Euh,
est-ce que finalement, selon toi, ça n'est pas si extraordinaire que ça qu'il expérimente cet aspect-là de l'image, au Ah, tu veux final? dire à l'échelle de sa filmographie, de son Ah bah oui, travail, en général? exactement, Bah, c'est alors ça. moi ça m'étonne, bah, je pense que ça a étonné pas finalement ça étonne personne, parce que c'est d'une Ouais. logique assez implacable. Heu, Moi ça m'étonne pas, en même temps ça me plaît qu'il le fasse, jusqu'au bout, on va dire. C'est-à-dire que, on avait l'impression, ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué, voilà, de film en film. Je pense que voilà, on a écrit à Critica pas mal là-dessus, je pense, c'est que la plasticité des films d'Hong Sang-soo, elle s'est intensifiée, on va dire, ces dernières années. C'est-à-dire qu'on avait, bon des c'était pas, on va dire la dimension plastique de l'image, c'était pas forcément la chose la plus saillante dans son cinéma. C'était pas la chose la plus singulière. Il y avait d'autres choses évidemment, mais en tout cas, c'était pas un cinéaste plasticien en tant que dans la manière dont il va déformer, en tout cas, il va travailler la matière de l'image. Il travaille les couleurs déjà, la composition, ça d'accord, mais en tout cas, on n'allait pas dans la plastique même. À partir, je crois, de Juste sous vos yeux, ou peut-être un petit peu avant, il commence à utiliser des caméras donc en SD, donc en standard définition, donc on n'est plus dans la HD, on est un petit peu en dessous, et donc ça crée déjà du flou, en tout cas d'une forme de pixelisation de l'image, ou avec des aplats de couleurs qui devenaient de plus en plus, en tout cas épais, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir voilà, plein de nuances et une image très fine, on avait une image un peu granuleuse. Je ne sais pas si tu te souviens, dans Juste sous vos yeux, typiquement, le Mmh. vert des buissons ou le blanc des murs à l'extérieur était très intense, ça Exactement. favorise la surexposition, du coup. Et donc, on avait une forme d'intensification de la plasticité de l'image. Donc, en fait, il y a une forme de logique d'aller vers le flou. Du coup, si on prend cette logique-là, c'est-à-dire qu'on rétrécit les films, mais aussi on rétrécit la dimension, on va dire, la haute définition, on la réduit et on passe à une image en basse définition. Dans l'introduction, il me semble que c'était ça aussi. C'était une image de basse qualité, entre guillemets, de qualité en tout cas dans les standards de l'époque, qui sont aujourd'hui, il prend des caméras avec une basse définition, et donc le flou, quelque part, s'inscrit dans cette logique-là. Et quand évidemment, on peut, et je trouve ça bien finalement qu'on n'ait pas parlé du foot pendant 30 minutes, puisque de toute façon, on en a parlé. Enfin, c'est la première, on va dire, la première porte d'entrée dans le film, et je pense que c'est la curiosité principale du film. Mais quelque part, il y a aussi plein d'autres choses à côté. Mais c'est que le flou, ça, quelque part, quand il est utilisé comme ça, c'est-à-dire quand il n'est pas utilisé uniquement pour aplatir l'arrière-plan de l'image, comme tu le fais là, toi, avec ta webcam actuellement, c'est que le flou ça fait ressortir presque la plasticité de l'image. C'est-à-dire qu'on, finalement, un personnage devient une tache de couleur, si tu veux. C'est intéressant, c'est dès le début du film, on a des personnages assez. Ils sont dans une ruelle, à un moment, ils commentent la couleur du muret. Ils disent: Ah, le muret, là, il est bien noir, ah, c'est caractéristique de l'architecture sur l'île. Ah, regarde, il y a cette petite plante qui a poussé entre le mur. Et nous, avec le flou, on voit pas grand-chose. En fait, quelque part, on voit une tache noire et très rapidement, peut-être, une légère tache verte. Enfin, il y a cette idée comme ça que le flou ramène tous les éléments de l'image à leur dimension plastique. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que chaque élément, en fait, n'est plus qu'une couleur, une tache de couleur, une texture, si tu veux. Donc ça, Mmh. c'est évidemment, ça nous ramène à la peinture, à l'impressionnisme, beaucoup. Et quelque part, le sentiment souvent un petit peu mélancolique du cinéma d'Hong Kong-soo s'accorde parfaitement, si tu veux, avec voilà, le courant impressionniste en général. Euh, et l'idée que derrière l'apparente légèreté des choses, ça c'est une question qui travaille aussi les impressionnistes, derrière l'apparente simplicité des choses, et de la nature ou de la vie, il y a une forme de gravité, si tu veux, une forme de tristesse, une forme de chagrin, une forme de mélancolie qui se cache derrière la simplicité d'un tableau voilà, sur le littoral. Et on a plusieurs plans comme ça dans le film qui évoquent explicitement voilà, ces peintures-là. Le flou, autrefois, se traduisait aussi par ces fameuses séances de beuverie, extraordinaires d'ailleurs, qui ne se ressemblent pas, hein, de film en film. C'est pas vrai ça, parce que je pense que celles et ceux qui disent ça n'ont pas vraiment vu les films. Ça se ressemble pas du tout. Par exemple, c'est juste sous vos yeux, la 2 qui fait d'ailleurs qui fait toute une grosse partie, la séquence de souris, elle est juste géniale parce que ça dit des choses. C'est différent en tout cas que par exemple dans La femme et l'avenir de l'homme, par exemple, pour aller très loin dans sa filmographie. Et il y avait de cela aussi, cette manière comme ça de filtrer le monde, et puis ça devenait un truc un peu incohérent, voire flou, mais en même temps ça donnait des choses réelles. Et dans ce film-là, en fait, l'alcool n'est de plus. Et c'est très étrange, je t'avouerai, quand on voit un film de Hong Sang-soo, c'est assez étrange. Donc, là où je veux en venir, c'est que
Je crois, et Dieu sait que il a souvent parlé de la mort. Juste sous vos yeux, par exemple, on parle de cancer. On apprend d'ailleurs à la fin qu'elle a un cancer. Enfin, c'est très dur. Et ça parle beaucoup de choses comme ça dans ses derniers films. Comment dire? Là, celui-ci, c'est assez implacable. C'est assez dur même. C'est féroce. Je sais pas comment dire les choses, mais moi, je sors de la salle extrêmement bouleversé pour plusieurs raisons. Alors, il y a aussi le fait que depuis un mois, je n'arrête pas de voir plein de films du Hong Sang-soo, donc on va dire que c'est mon binôme depuis un mois, ou je suis son binôme plutôt, on va dire ça. Mais et là, je trouve que, enfin, là, je suis extrêmement intéressé de savoir comment son cinéma va se construire maintenant. Alors, il y a de nos jours, certes, mais vraiment comment ça va se construire, parce que je trouve que le rapport à la mort est assez, oui, est assez implacable. Je peux pas trouver d'autres Ouais, mots. Voilà, donc je ouais, sais c'est pas ce un que des et films d'où les le plan ouais. final, par exemple, où c'est vrai, le plan final quand on y repense, c'est vrai, tu as raison. D'où le plan final. C'est très dur. C'est un Mmh. film qui est extrêmement dur. Bah, c'est un des Très films les plus durs, je trouve, enfin, franchement, ouais, quand alors il y avait Hotel by the River aussi qui était pas mal, ouais, c'est vrai, c'est il vrai. me semblait était assez dur aussi, mais en tout cas celui-ci, c'est vrai qu'il m'a marqué, enfin, c'est un des moi je trouve que c'est un des plus bouleversants parce que quelque part, on a l'association entre une forme minuscule et quelque chose de complètement absolu derrière, c'est-à-dire de complètement énorme, c'est-à-dire voilà, la mort et l'impossibilité d'en échapper quelque part. Et en fait, la vie est un chemin tout droit vers la mort, si tu veux, c'est pour ça qu'il marche voilà, tout droit vers l'horizon et il vient s'évanouir presque dans la matière de l'image. C'est ça qui est bouleversant aussi, c'est que je pense que sans le flou, le dernier plan a pas a pas le même sens, si tu veux. C'est que on a presque l'impression que le flou. Alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, je le précise, je pense que tout le monde n'est pas au courant, c'est que c'est un choix qu'il a fait au tournage. Parce qu'il y a deux, trois plans au début du film qui sont pas flous. C'est très étonnant sur les valises qui sont posées dans la. Bon, c'est en tout cas quelque chose qui lui est venu, évidemment, qui est venu de sa myopie aussi. Ouais, En tout cas, il a des difficultés à voir aussi, donc il l'intègre dans son film. Mais je trouve que dans ce dernier plan qui est terrible un petit peu, c'est qu'on a un personnage quand même, on a l'impression que tout le flou du film a été préparé pour que le personnage vienne s'y évanouir quelque part à la fin. C'est-à-dire que en quittant le premier plan et en marchant comme ça dans dans un plan long en fait, il va voilà jusqu'au bout de l'horizon et à la fin il vient s'écraser presque dans le tableau si tu veux. Il vient se mmh, perdre dans le flou là qui était installé dès le départ, qui était pourtant un flou qui au départ nous permet de nous inviter à mieux voir ou en tout cas à voir de manière un petit peu différente. Tu disais, avant ça, tu disais par exemple que l'alcool était plus forcément une solution, au désespoir, on va dire. Je pense que dans de nos jours, c'était un petit peu aussi la lettre, enfin, ouais, ça le côté un peu explicite de ça, c'est-à-dire j'arrête de boire et de fumer, quelque part, je dois regarder les choses en face. Là, ce que je trouve intéressant dans ce film-là, c'est que quelque part, l'alcool a pas vraiment de place particulière dans ce film-ci. Donc il est ouais, c'est vrai. presque un petit peu absent. Mmh, Et en plus, on a un personnage qui est en repérage, et donc la solution pour lui, a priori, en tout cas au début du film, ça va être de mieux regarder ou de mieux écouter, si tu veux, ce qu'il y a autour de lui. Ce qui est paradoxal, parce qu'on est dans un film flou. Donc, le personnage est une sorte, en fait, si tu veux, de buvard, hein, dans lequel les choses viennent voilà, les choses viennent se diluer, si tu veux. Hein, il vient absorber les choses qu'il y a autour de lui, donc il absorbe aussi toute la tristesse du monde, si tu veux, et à la fin, il ne finit par n'être plus qu'une sorte de petite tache au loin, et il vient s'évanouir là-dessus. Alors, euh, c'est ce qui est assez terrible aussi, je trouve, dans le dernier plan, euh, c'est que, en fait, c'est un film qu'en plan fixe, en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de caméra, si ce n'est le dernier, qui est un panoramique, en fait, qui suit la trajectoire du personnage. Donc, quelque part, le premier mouvement du film, c'est le dernier, et c'est le mouvement qui accompagne, on va dire, presque la mise à mort du personnage, en fait, hein, parce que, bon, évidemment, on imagine qu'on va le rattraper au bout d'un moment quand même, mais c'est quand même un plan de suicide, si tu veux. Le nombre de films qu'on a vu avec des personnages qui marchent vers la mer, enfin voilà, c'est pour évidemment l'idée d'en finir. Et donc voilà, on a cette idée quand même dans le film assez terrible, c'est qu'on a un film statique, un film flou qui nous invite à voir les choses qu'il y a juste devant nous. Et en fait, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un film qui finit par un mouvement de caméra et un personnage qui s'éloigne, et donc on ne voit plus. Donc il y a quelque chose comme ça c'est ça qui est très touchant, c'est qu'on a l'impression que les choses nous échappent en permanence, on n'arrive pas tout à fait à les saisir, et à la fin, ce personnage-là qu'on a fini par comprendre, lui-même nous échappe, tu vois, et s'en va, en fait, s'en va presque du plan. En fait, c'est comme s'il quittait le film, si tu veux. Et ouais. donc c'est ça qui rend le film assez bouleversant, c'est qu'à aucun moment on a l'impression de pouvoir saisir vraiment, d'avoir une emprise sur les choses, alors que je pense que dans Juste sous vos yeux, par exemple, ou La Romancière, on a quand même des fois des scènes où on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut attraper, si tu veux. Là, ce film-ci là, en plus il est très court, c'est-à-dire que voilà, il contient voilà une dizaine de scènes tout au plus, si tu veux. Donc en plus on a l'impression d'entrer dans quelque chose et d'en sortir assez vite.
C'est ce qui rend le film assez unique, je trouve, hein. Je crois que c'est le plus court, en fait, hein, de tous les longs métrages qui ont soit fait, c'est le plus court. C'est le plus resserré, c'est plastiquement le plus singulier à mon avis et c'est presque l'un des plus durs puisque, bah, voilà, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est un film presque sans issue, si tu veux. Ou en tout cas, on n'a pas de retour en arrière vers la clarté. On reste quelque part toujours dans le flou et presque même on vient complètement s'y fondre à la fin, ce qui est assez bouleversant, quoi. Voilà, on a une forme de film un peu évanescent, si tu veux. Voilà, on a c'est une sorte de nuage de brouillard, comme un tableau impressionniste un petit peu. Tu peux pas imaginer à quel point j'avais très, 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 très envie de prendre un micro et d'aller discuter avec Hong Sang-soo après ce film et je pense que beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'Hong Sang-soo n'est pas quelqu'un de, comment dire, de généreux. Enfin, c'est pas un mot gentil, ça, généreux. Non, enfin, en tout cas, il est Il est pas pas très souvent là. loquace, si tu veux, ouais. On va dire Il ça comme ça, parce il que parle il est peu, en très, tout cas depuis plusieurs années, il donne plus trop d'interviews, c'est voilà, vrai, donc c'est on sait ça. pas trop ce qu'il a dans sa tête, mais ouais. Et bon, après, comme on dit, il faut voir les films, et il y a des moments, je t'assure que tu as envie de te poser et lui dire, bon, là, il faut qu'on discute. Il faut qu'on fasse le point. C'est son 29e film. Au moment où je vous parle, je pense qu'il est en train de réfléchir à son 35e et 36e film, ce qui est bien évidemment que des bonnes nouvelles pour nous. Et je le dis avec beaucoup d'émotion aussi. Corentin, les rédacteurs en chef adjoints de Criticat, vous connaissez, si vous connaissez bien Microciné, vous savez que Criticat je suis très sensible à ce qu'ils font. Donc, allez-y, n'hésitez pas, il y a le lien dans le descriptif. Tu travailles Merci aussi Samir. pour 3 couleurs. Je t'en prie, c'est normal. Et tu as accepté de venir pour nous parler d'Inwata. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Je ne sais pas si le film est encore en salle. C'est un peu compliqué. Je sais qu'à Rouen, là où je vis, il n'est plus du tout en salle. Donc, essayez de vous dépêcher un petit peu. Mais c'est un film remarquable et aussi très dur. Mais voilà, il faut y aller. Merci à toi, Corentin. C'était un plaisir. Merci à toi, Samir. À Je bientôt. t'en prie. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and